Alors, on vient d'établir donc la formule de calcul pour le cas de variation discrète. Dans le cas de variation continue, on va voir à quoi ressemble donc la formule générale. Variation continue. Très bien. Alors, on a l'élasticité de D par rapport à R, la demande par rapport au revenu, est égale à delta D, comme on vient de noter, sur D. Bien sûr, D initial, c'est pas la peine que je le reprécise chaque fois. Donc, delta R sur R. Donc, pareil comme on a fait tout à l'heure, donc on a A sur B, C sur D, donc est égal à A sur B fois D sur C. Ce qui me donne, bien sûr, donc on peut la réécrire différemment, delta D, d'accord, delta D sur delta R fois R sur D. Donc si j'ai delta R qui converge vers 0 pour des variations infiniment petites de la variable R, ok, delta D qui converge vers 0, eh bien l'élasticité D par rapport à R devient, delta devient la dérivée. Donc je dérive D par rapport à R fois R sur D. Alors bien sûr, vous posez la question RD. Bon, ici, quand je parle de RD, ça va être bien sûr donc la variable R est l'expression de la demande, d'accord? On va pas travailler avec des chiffres, on va voir des applications là-dessus. Vous allez voir comment on les utilise. Mais bon, a priori, je peux vous dire déjà que voilà, ici on n'utilise pas des chiffres, donc R sur D. Donc, dérivée de D par rapport à R, donc je prends l'expression de D, je la dérive par rapport à R, et je multiplie fois R, la variable R, sur l'expression de D. Voilà la formule qu'on utilise dans le cas de variation continue. Et l'interprétation, bien sûr, elle est toujours là, la même. Si R varie de 1%, de combien va varier D, c'est-à-dire la demande du bien. Très bien. Voilà un petit peu pour la définition, le calcul. Vous allez voir après, ça va devenir presque mécanique, parce qu'une fois on a compris le principe, après on change uniquement les variables et les fonctions, et on utilise toujours la même démarche, le même raisonnement, d'accord? Donc pareil, donc si je prends exemple, l'élasticité de la demande par rapport au revenu qui est égal allons-y, je prends 4. Quelle est la signification donc du chiffre 4? Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que delta D sur delta R sur R est égal à 4. OK? Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est interpréter le chiffre 4. Pour avoir 4, ben, je vais regarder à quoi est égal delta D sur D. Delta D sur D est égal à 4 fois delta R sur R. Et puis, ce qui m'intéresse, c'est la valeur 4. Donc, il faut que ça soit égal à 1. Comme ça, je regarde à quoi est égal 4. Donc, je pose delta R sur R est égal à 1%. Pourquoi je écris le pourcentage? Parce que j'ai une variation relative. Delta R sur R. Si j'avais uniquement delta R, là, je ne vais pas écrire, bien sûr, le pourcentage. Okay. Mais là, j'ai delta R sur R, donc obligatoire d'utiliser le pourcentage. Donc, si j'ai delta R sur R est égal à plus ou moins 1%, il varie de 1%, eh bien, delta D sur D sera égal à plus ou moins 4%. Je multiplie 4 par 1%. Donc, si les positifs, ça deviendra positif. Si les négatifs, ça va être moins 4%. Autrement dit, donc, si R varie de 1%, bah, D variera. Quel est l'impact sur D? Quelle est la conséquence pour D? Il variera de 4%. N'est-ce pas? Si R augmente de 1%, D va augmenter de 4%. Parce que ici, la valeur de l'élasticité est positive. Si R baisse de 1%, D va varier aussi, il va baisser dans le même sens de 4%. Si j'ai une élasticité qui est négative, bah à ce moment-là, donc le sens va être opposé. Donc si R augmente de 1%, par exemple, imaginons que j'ai moins 4, si R augmente de 1%, bah la consommation, la demande va baisser de 4%. Et si le revenu baisse de 1%, la demande va augmenter. Donc toujours faites attention aux signes, c'est très important parce qu'il y a pas mal d'étudiants qui oublient ça dans l'interprétation, d'accord? Parce que le signe plus ou moins, ça donne soit vous avez la variation qui va dans le même sens, les deux varient dans le même sens, soit ils vont varier dans le sens opposé, n'est-ce pas? Très bien.
Alors maintenant, donc, on va voir la relation, hein, donc, si vous voulez, entre, donc, toujours un petit peu dans l'interprétation, relation entre l'élasticité de la demande par rapport au revenu et, on va dire, la nature des biens. Ça nous permet de classer les biens, en fait. L'élasticité aussi. La nature des biens. Vous allez voir que c'est très intéressant parce que jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a utilisé pour classer les biens? Donc, on avait le TMS, par exemple. Lorsque le TMS est égal à 0, complémentaire, lorsqu'il est constant, parfaitement substituable, lorsqu'il est décroissant, imparfaitement substituable. Là, on va voir une autre classification ici qui est tout aussi intéressante. Et donc, on va justement utiliser le signe et la valeur de l'élasticité de la demande par rapport au revenu pour effectivement élaborer cette, on va dire, cette élasticité, enfin, cette classification, pardon. Très bien. Alors, premièrement, donc, on va regarder le signe, donc, le signe de l'élasticité de D par rapport à R. Alors, effectivement, donc, on a ED par rapport à R, ok, qui est positif, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, si l'élasticité de la demande par rapport au revenu est positive, ça veut dire que delta D sur delta R sur R est positif, n'est-ce pas? Et un rapport, elle est positif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit ces deux termes sont positifs, soit ces deux termes, le numérateur et le dénominateur, sont négatifs, d'accord? De manière à ce qu'ils varient dans le même sens, finalement, ok? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que D et R varient dans le même sens. Soit ils sont tous les deux positifs, soit tous les deux sont négatifs. Donc, ils varient dans le même sens. Ok? C'est ça, hein, donc, la signification. Très bien. Donc, lorsque l'élasticité de la demande est positive, l'élasticité revenu de la demande est positive, donc la consommation d'un bien varie dans le même sens que le revenu du consommateur. Dans ce cas-là, en fait, là, on dit en fait que le bien respecte ce qu'on appelle la loi de la demande revenue. La loi de la demande revenue. Il y a la loi de la demande qu'on a traitée jusqu'à maintenant qui concerne le prix, mais il y a aussi une loi de la demande qu'on peut considérer aussi comme voilà, la relation entre la demande d'un bien et le revenu du consommateur. Donc il respecte la loi de la demande revenue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le revenu augmente, la demande va augmenter, d'accord? Si le revenu baisse, la demande va baisser. Et donc, puisqu'il respecte la norme ou la loi de la demande, donc on dit que le bien est dit normal. Normal, ça veut dire qu'il respecte la loi de la demande, de la norme de la loi de la demande, d'accord? Donc, bien dit normal, c'est-à-dire il respecte la norme. Donc, d'où vient normal, hein, d'accord? La norme de la loi de la demande. Revenu, bien sûr. La loi de la demande prix, c'est l'inverse. Hein. Lorsque le prix augmente, la demande baisse, et inversement. Donc là, la loi de la demande, la norme de la loi de la demande revenu, elle est respectée. Donc on dit que le bien, elle est normal. Ok? Très bien. En revanche, donc là, si l'élasticité de la demande par revenu, elle est négative, ça veut dire que la variation delta D sur D, delta R sur R, elle est négative. Négative, ça veut dire que le numérateur et le dénominateur varient dans le sens opposé. Donc, soit la variation de la demande est positive, donc augmentation, et ici on a une baisse. Soit au contraire, ici j'ai une baisse, et là j'ai une demande. Donc, dans les deux cas, D, la demande d'un bien et le revenu du consommateur varient dans quel sens? Le sens opposé, bien sûr. Dans le sens opposé, ou inverse. Relation inverse. Très bien. Dans ce cas-là, bien sûr, la loi de la demande n'est pas respectée. La loi de la demande revenue, n'est-ce pas? La demande revenue, ou la norme n'est pas respectée. OK? Donc, respecter, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que lorsque le revenu augmente, la demande de ce bien va baisser. Ou si le revenu baisse, la demande de ce bien va augmenter. Donc, ça peut paraître paradoxal. En réalité, donc, on peut dire que c'est un bien anormal. Et il y a une autre appellation qui a été utilisée par les économistes, à savoir un bien inférieur. Dans ce cas-là, donc, le bien est dit,
c'est-à-dire on l'appelle et dit inférieur. Inférieur. Alors, quand on dit inférieur, ça veut dire quoi inférieur en termes de prix, en termes de qualité? Non, hein, ni l'un ni l'autre. Hein, donc, ça n'a rien à voir avec le prix ou la qualité. En fait, ça a un rapport, je vais y arriver, ça a un rapport avec c'est la volonté d'aller plus vite finalement. Donc, c'est en réalité, ça a un rapport avec le goût, les préférences du consommateur. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en général, quand ton revenu augmente, ça veut dire quoi? Tu deviens plus riche. Et donc, quand tu deviens plus riche, tu vas réduire ta consommation de certains biens, n'est-ce pas? Quels sont ces biens? Ben, c'est les biens qui ne représentent pas ou qui ne te procurent pas beaucoup de plaisir ou qui ne sont pas très désirés par toi, d'accord? Et dès que, voilà, hein, donc tu as un pouvoir d'achat supplémentaire, tu es plus riche, tu vas essayer d'en profiter pour consommer autre chose. Donc ça vous rappelle peut-être le raisonnement de l'effet Giffen, et effectivement, les biens inférieurs sont en général les biens d'alimentation de première nécessité. Lorsqu'on est pauvre, bah, ça domine notre consommation, notre budget, mais quand on est plus riche, bah, leur part, ça devient très petite, très faible. Ça ne veut pas dire que je vais réduire ma consommation forcément, mais je vais consommer ce qu'il me faut de ces biens, mais je vais profiter de l'argent supplémentaire pour acheter des biens qui, sur l'échelle de mes goûts, de mes préférences, ils sont plus intéressants, d'accord? Et donc, c'est de là devient cette appellation inférieure. Donc, inférieure, ça veut dire que leur désirabilité, elle est très faible, d'accord? Alors que supérieur, un bien supérieur, si vous voulez, ou un bien de luxe, donc c'est un bien, bien sûr, qui est très, très désirable, qui est toujours recherché par le consommateur. Dès que son revenu augmente, la première chose qu'il va faire, bah forcément, on essaie de remplacer les vieux vêtements par des vêtements de marque. On essaie de remplacer peut-être le petit studio ou la vieille maison par une villa, etc. Et donc voilà. Donc les biens inférieurs, en général, ce sont des biens qui occupent, on va dire, on va dire les dernières places sur le classement, enfin l'échelle des goûts et des préférences en termes de désirabilité. Et ce sont les premiers biens, bien sûr, dont on va réduire la consommation lorsqu'on notre revenu va augmenter. Et donc, lorsque l'élasticité est négative de la demande par rapport au revenu, on dit que le bien elle est inférieur. Alors, exemple, bah, toujours, comme on a dit, hein, donc le pain au Maroc, si vous voulez, ou dans les pays par exemple, je sais pas, les pays du Maghreb, hein, donc on a le pain. Si vous voulez, donc le riz, hein, donc en Asie, par exemple, une partie en Afrique. La pomme de terre en Allemagne, par exemple, ok, ou en Irlande. Les pâtes en France, en Italie, etc. Voilà, exemple de biens inférieurs, vous voyez. Donc, lorsque mon revenu va augmenter, je ne vais pas augmenter ma consommation de pommes de terre ou de pain ou selon les pays, d'accord? Mais voilà, hein, donc je vais essayer de profiter pour acheter autre chose, forcément. Donc, ce sont des biens inférieurs. Donc, voilà la première classification qu'on a ici, d'accord? Élasticité de la demande par rapport au revenu, elle est positive. Donc, ça nous donne un bien normal, c'est-à-dire qui respecte la loi de la demande, revenu. Négatif, ça nous donne un bien inférieur, ou un bien Giffen, hein, aussi, hein, c'est ce qu'on a dit dans la section précédente. Ok? Très bien. Alors, parmi les biens normaux, donc, il faut distinguer aussi, suivant la valeur de l'élasticité de la demande par rapport au revenu. On va voir de quoi s'agit-il. Alors, donc on va étudier cette fois-ci la valeur de l'élasticité de la demande par rapport au revenu, ok, par rapport à 1 versus 1, ok, c'est-à-dire soit il est supérieur, soit il est inférieur, très bien. Alors, dans le cas où D par rapport à R est supérieur strictement à 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je remplace juste toujours un même raisonnement. Je remplace l'élasticité par son expression, tout simplement. Delta D sur delta R sur R, elle est supérieure à 1. Alors, quand un rapport est supérieur à 1, sa valeur est supérieure à 1, ça veut dire que le numérateur, elle est supérieur au dénominateur. Donc, delta D sur D est supérieur à delta R sur R. N'est-ce pas? Bien sûr, tout ça, c'est en pourcentage. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que D varie de façon plus forte que le revenu, ou avec un pourcentage qui est supérieur à celui du revenu. Donc D varie, on dit que D varie plus que proportionnellement.
proportionnellement, c'est-à-dire avec une proportion supérieure, plus que proportionnellement que R. OK? Ou si vous voulez, donc D varie, pour utiliser un langage plus simple, plus fort que R. Dans ce cas-là, donc, on a un bien de luxe. Ce sont en général les biens de luxe, hein, donc pour lesquels la demande, donc la consommation, va augmenter plus vite que le revenu, ou plus fort que le revenu. Et en réalité, hein, donc effectivement, dès que notre revenu donc s'améliore, ben la première chose à laquelle on pense, bien sûr, c'est d'acheter des biens de marque, des biens de luxe, se faire plaisir, etc. Et donc leur consommation, leurs achats va augmenter de façon plus importante, c'est avec un pourcentage supérieur à l'augmentation de notre revenu. Si notre revenu a augmenté, je sais pas moi, de 10%, bah, ça va, ou notre achat, notre consommation de ce genre de biens va augmenter de 15 ou de 20 ou de 30%, par exemple. OK? Très bien. Donc, ici, on est en présence de biens de luxe. En revanche, lorsque ED par rapport à R, OK, eh bien, est inférieur à 1, bah, à ce moment-là, donc on a delta D sur D, delta R sur R est inférieur à 1. N'est-ce pas? C'est le raisonnement inverse. Donc, dans ce cas-là, delta D sur D en pourcentage est inférieur à delta R sur R en pourcentage. Donc là, on dit que D varie moins fort ou moins que proportionnellement. Donc, juste pour gagner du temps, je vais juste écrire la phrase la plus courte, si vous voulez. Moins fort ou moins vite que R, que le revenu du consommateur. Dans ce cas-là, donc, on a un bien sûr, normal, mais un bien qu'on appelle de nécessité ou un bien essentiel, si vous voulez. Un bien essentiel, ok, ou si vous voulez, un bien nécessaire. Hein. Donc, parfois, dans certains ouvrages, on l'appelle bien nécessaire. Alors, sachez que lorsque je parle de bien de luxe et bien nécessaire, c'est déjà un bien normal. On est bien d'accord parce que leur demande, il augmente déjà avec le revenu. Il ne va pas baisser. Donc, ça veut dire que c'est déjà positif l'élasticité. Après, on va voir est-ce que sa valeur est inférieure ou supérieure à 1 pour voir est-ce que c'est un bien de luxe ou un bien nécessaire. D'accord? Très bien. Alors, je vais essayer de mettre ça pour synthétiser un petit peu sur un petit schéma rapide. Ok, donc là, j'espère que c'est visible sur l'ensemble. Ok, donc là, je vais prendre la valeur 0 ici, n'est-ce pas? Et la valeur 1 ici. D'accord? Très bien. Donc, par rapport à 0, ça me donne la distinction entre quel type de bien? Entre bien normal et un bien inférieur. Donc, tout ce qui est inférieur à 0, d'accord? Lorsque l'élasticité de D par rapport à R est inférieure à 0, donc on a un bien, ce qu'on appelle un bien inférieur. Ça veut dire que ma demande va baisser quand mon revenu augmente, d'accord? Ensuite, tout ce qui est supérieur à 0, c'est ce qu'on appelle un bien normal, d'accord? C'est-à-dire un bien dont la consommation va augmenter lorsque le revenu, bien sûr, il va augmenter, d'accord? Mais à l'intérieur de cette catégorie de biens normaux, il y a deux sous-catégories, d'accord? Il y a deux autres types de biens normaux. Hein. À l'intérieur des biens normaux, il y a deux types. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Il y a les biens dont l'élasticité de la demande par rapport au revenu est inférieure à 1. C'est ce qu'on a appelé des biens de première nécessité, enfin de biens nécessaires. Ok, je vais mettre une autre couleur peut-être. Biens nécessaires. C'est ça, hein, cette partie-là. L'élasticité de la demande par rapport au revenu, bien sûr, hein, donc elle est supérieure à 0, mais elle est inférieure à 1. Ok. Et après, vous avez donc la deuxième partie, c'est-à-dire là, l'élasticité, ou ce qu'on appelle les biens de luxe. Ok. Biens de luxe, pour lesquels, bien sûr, hein, donc c'est toujours positif. Mais on va dire que l'élasticité, en fait, là, de la demande par rapport au revenu, elle est supérieure à 1 et supérieure à 0. C'est cette partie-là. Donc, est-ce que le bien de luxe est un bien normal? Oui. Est-ce que le bien nécessaire est un bien normal? Oui.
Quelle est la différence entre les deux? Bah, bien nécessaire, l'élasticité elle est inférieure à 1 et le bien de luxe, son élasticité de la demande par rapport au revenu, elle est supérieure à 1. Alors que les biens inférieurs, c'est des biens dont l'élasticité elle est négative. Voilà un petit peu la classification donc des biens que nous permet donc l'élasticité de la demande par rapport au revenu. Ok? Très bien. Alors, on va essayer juste de parler un petit peu de budget du ménage avant de voir bien sûr les applications. Ok. Peut-être qu'on va le laisser à l'autre vidéo, l'autre vidéo suivante. Donc là, on va peut-être arrêter la séance sur cette troisième vidéo et on va s'attaquer. Peut-être je vais vous réserver 2, 3 applications avec un degré de difficulté progressif, d'accord, pour savoir comment traiter de l'élasticité de la demande par rapport au revenu. Très bien. Alors, l'élasticité, si vous voulez, ou les biens de luxe, donc qu'on vient de, voilà, donc de marquer ici. Donc, ce sont des biens dont la consommation croît plus vite que le revenu, n'est-ce pas? Donc, je vais commencer par les biens de luxe. Donc, les biens de luxe, je suis en train de faire une analyse, enfin le rapport, je fais le rapport entre les valeurs des élasticités, la nature des biens et la part dans le budget du ménage. C'est très intéressant. Donc les biens de luxe, d'accord, qui ne sont pas essentiels, ok, on a dit que leur élasticité D par rapport à elle est supérieure à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que delta D sur D est supérieur à delta R sur R. Où la demande augmente plus vite que le revenu, n'est-ce pas? Et donc là, si la demande augmente plus que le revenu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur part, c'est-à-dire leur pourcentage dans le budget, ok, augmente. Donc chaque fois que je suis, je deviens de plus en plus riche, eh bien, le pourcentage que je consacre à ces biens de luxe va augmenter. C'est-à-dire que je vais acheter de plus en plus de biens de luxe, n'est-ce pas? Très bien. Les biens essentiels, ok, ou nécessaires, un bien nécessaire ou un bien essentiel. Leur élasticité, elle est positive, mais elle est inférieure à 1, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que la demande augmente, mais moins vite que le revenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si le revenu augmente, je sais pas moi, de 20%, la demande va augmenter de 10%. Alors qu'ici, donc c'est l'inverse. C'est-à-dire la demande augmente plus vite. Par exemple, 30% pour la demande, alors que le revenu a augmenté juste de 10%. Okay. Donc ici, on augmente la demande moins vite que le revenu. Donc finalement, bien sûr, donc D, si vous voulez, croît moins vite que R, n'est-ce pas? Dans ce cas-là, bien sûr, donc la part, il va augmenter, mais de façon, on va dire, moins importante, ok? Donc leur part dans le budget, donc augmente moins vite, n'est-ce pas? Les biens, donc on a dit, donc les biens normaux, enfin les biens inférieurs, si vous voulez. Donc l'inverse de bien normal. Donc on a dit que l'élasticité est forcément négative. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'augmente le revenu, la demande va baisser. Dans ce cas-là, leur part dans le budget, bien sûr, il va baisser. Leur part dans le budget du ménage, leur part dans le budget va baisser carrément. D'accord? Il va baisser définitivement. D'accord? Alors ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que ça permet, à partir de la répartition du budget, de savoir est-ce que le ménage, si vous voulez, est-ce qu'il est riche ou est-ce qu'il est pauvre. D'accord? Donc, la structure du budget, ça veut dire quoi? La structure du budget, ça veut dire la répartition entre les différentes dépenses, c'est-à-dire de biens. Donc la structure du budget nous permet d'avoir une idée, d'accord? Une idée sur le niveau de vie, le niveau de revenu du ménage. D'accord?
la répartition, c'est-à-dire voilà combien je consacre à l'alimentaire, combien je consacre à l'éducation, combien je consacre au logement, au transport, aux communications, à la culture, aux loisirs, etc. Donc cette répartition de mon budget entre ces différentes dépenses consommation, bah, ça permet d'avoir une idée sur le niveau de revenu du ménage. Et vous l'avez bien compris que plus on est riche, plus bien sûr, on va avoir des dépenses en matière d'éducation, de culture, de loisirs, de santé, alors que plus on est pauvre, ben, notre budget va être dominé par quoi? Il va être dominé par les dépenses alimentaires, d'accord? Vous savez qu'au Maroc, par exemple, hein, donc la part des dépenses, si vous voulez, la part des dépenses alimentaires au Maroc. Donc, c'est autour de, si vous voulez, de 37%, hein, selon les dernières statistiques, je crois, en 2017, on est autour de 37%. Donc, c'est une moyenne, bien évidemment, hein. Donc, si vous avez les riches, la part de l'alimentaire, c'est 26% par exemple. Vous voyez, c'est très faible. Par contre, pour les pauvres, la part de l'alimentaire, eh bien, c'est autour de 50%. Vous voyez, hein, donc la moitié de son budget, il la dépense uniquement pour se nourrir, c'est-à-dire pour acheter du pain, des fruits, des légumes, etc., de la viande. Voilà, donc pourquoi? Parce que son budget, il est très faible, hein. Donc si tu gagnes par exemple 2000 dirhams par mois, eh ben voilà, tu as à peu près 1000 dirhams ou 1200 dirhams que tu vas dépenser uniquement pour, voilà, pour te nourrir, pour survivre. Alors que si tu as un budget de 10 000 dirhams ou 20 000 dirhams, bah, les 2000 dirhams dont tu as besoin pour te nourrir, etc., ça représente une part très faible dans le budget de 20 000 dirhams. Donc, au lieu que ce soit 50%, ça retombe, c'est divisé par deux. Et donc là, plus la part des dépenses alimentaires est dominante et très élevée dans le budget d'un ménage, plus ce ménage, bien sûr, est pauvre, son revenu, elle est très faible. Et inversement, si la part des produits ou des dépenses alimentaires, elle est très faible, bien évidemment, donc, ce ménage, il a un niveau de vie ou un niveau de revenu qui est plus élevé. Ok? Très bien. Alors, pour finir un petit peu hein, donc sur cette partie, sachez que de manière générale, si vous voulez, hein, donc l'élasticité, des produits de première nécessité, de manière générale, les produits alimentaires de nécessité, hein, je précise, de nécessité, donc toujours, hein, donc elle est inférieure à 0, donc ce sont des biens inférieurs, bien évidemment, ok, donc quand tu prends l'élasticité, bien sûr, de la demande par rapport au revenu, quand tu prends l'élasticité de la demande par rapport au revenu, bien sûr du logement, ok, des vêtements, donc tout ça c'est autour de 1. Donc ça varie suivant les pays, etc. Mais bon, de manière générale, c'est autour de 1. L'élasticité de tout ce qui est santé, culture, ok, loisirs, bien sûr, biens de marque, de luxe, etc. Donc tout ça c'est supérieur à 1, bien sûr, ok. Alors, donc, ce sont bien sûr hein, donc des estimations, des approximatives, et qui peuvent changer suivant les sociétés, suivant bien sûr les habitudes, suivant aussi le niveau de revenu, parce qu'un bien qui est essentiel, qui n'est pas essentiel à un certain niveau de revenu, ça devient essentiel à partir d'un certain niveau de revenu. D'accord? Par exemple, la voiture, n'est-ce pas? Ok. Alors, la voiture, donc si j'ai un revenu qui est faible. Bien sûr, hein, donc ça devient un bien non essentiel, pas nécessaire. C'est-à-dire que ça devient même un bien de luxe, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, la voiture, jusqu'aux années 70, etc., c'était considéré par la majorité comme un bien de luxe, les années 60-70. Mais à partir d'un revenu, on va dire, moyen ou élevé, bah, la voiture, ça devient un bien qui est essentiel. Ok?
Parce qu'on a besoin pour aller au travail, justement pour gagner de l'argent, et donc ça devient un bien essentiel. Donc, cette classification qu'on vient de donner, bien essentiel, bien de luxe, bien inférieur, etc., donc ça dépend de votre niveau de vie, de votre niveau de revenu. Donc, ce qui est essentiel à un certain niveau de revenu, non essentiel, bah, ça devient nécessaire, parfaitement normal, banal même, je dirais. Voilà, donc quand tu prends par exemple les loisirs, faire un voyage au moins une année, bah, quand ton revenu est faible, bah, ça devient un luxe, n'est-ce pas? Pas forcément essentiel. Mais si tu as un revenu élevé, bah, ça devient un bien essentiel, vous voyez? Donc ça dépend du niveau de revenu. Ça dépend aussi, d'accord? La classification, ça dépend de la technologie, n'est-ce pas? Très bien. Alors la technologie, donc si vous prenez donc les téléphones, donc dans les années pareilles, 60, etc., c'était considéré comme un bien de luxe. Et donc ou surtout les téléphones portables, donc c'était réservé à une certaine minorité qui est riche. Mais maintenant, avec la diffusion de la technologie, la démocratisation de l'accès à la baisse des prix, bien évidemment, de ces téléphones portables, bah n'importe qui il peut s'acheter un téléphone portable, donc c'est devenu un bien essentiel aujourd'hui. On a besoin pour les communications, mais aussi on a besoin même pour travailler, pour payer, etc. Et donc c'est devenu un bien nécessaire. Alors que auparavant, parce que la technologie n'était pas encore bien diffusée, accessible à tout le monde dans la société, bah forcément c'était considéré comme un bien non essentiel. Ok. Donc je le mets ici, téléphone portable. Ok. Alors, lorsqu'il était très cher, donc c'était considéré comme non essentiel. Et quand il est devenu moins cher grâce à la diffusion de la technologie, bah, il est devenu un bien, si vous voulez, donc essentiel, nécessaire. Ok. Voilà. Donc, la classification, il faut être prudent. Donc, ça dépend un petit peu des particularités. Ça dépend de la technologie, ça dépend du revenu, etc. Ok. Très bien. Donc, on arrête là à ce niveau-là et dans la prochaine vidéo, donc on va travailler sur les applications.